La France ne mérite pas que j'y investisse un seul centime. Cette phrase a résonné froidement, comme le coup d'un couteau fendant l'air, plongeant la salle internationale bondée de Paris dans un silence suffocant. Tous les flashs des appareils photo, qui crépitaient sans arrêt l'instant d'avant, se sont éteints instantanément. Les objectifs se sont figés à mi-chemin, comme si les photographes eux-mêmes avaient été pétrifiés de stupeur. L'homme qui avait lancé cette phrase n'était autre que le prince héritier Abdulaziz bin Salman. Un homme issu de la dynastie royale des pays du Golfe, connu du monde entier pour sa fortune colossale et ses déclarations arrogantes. À pas encore 40 ans, Abdulaziz avait déjà hérité et dirigeait un puissant fonds d'investissement, injectant des milliards de dollars dans des corporations technologiques européennes et ayant un jour racheté une compagnie de transport entière en une seule nuit. La presse occidentale le surnommait le faucon des affaires risquées, mais aujourd'hui, il foulait pour la première fois le sol français, que l'on vantait comme la nouvelle destination pour les capitaux mondiaux, et l'on attendait de lui au moins des promesses ou une évaluation honnête. Au lieu du costume classique des autres investisseurs, Abdulaziz est apparu dans une longue cape blanche couleur ivoire, la tête couverte d'un kéfier rouge et blanc, maintenu par un agale noir brillant, le style canonique du prince héritier arabe. Ses pas résonnaient régulièrement sur le tapis rouge, irradiant une autorité et une froideur devenues sa marque personnelle. Et voilà que, derrière les micros, sa voix rauque, grave et assurée a laissé tomber chaque mot. Elle ne vaut pas la peine, pas un seul centime. Toute la salle était stupéfaite. Au premier rang, quelqu'un s'est levé d'un bond, les interprètes simultanés ont bafouillé, leurs yeux exprimant le désarroi. Les journalistes se regardaient, les stylos plumes suspendus au-dessus des pages vierges de leurs carnets. Et en quelques minutes seulement, des rangées serrées de commentaires colériques sont apparus sur les réseaux sociaux français, avec un hashtag se propageant comme un feu de broussailles. Cette phrase s'est envolée à la vitesse d'un ouragan, transformant une intervention de moins d'1 minute en la principale nouvelle du jour. Dans cette atmosphère lourde, Abdulaziz continuait de se tenir debout, ses mains posées fermement sur le pupitre en bois, le regard glacial. Il semblait constater un fait évident, ne se souciant pas que toute la salle soit figée dans l'indignation et l'incrédulité. La salle n'avait pas encore eu le temps de se remettre du choc qu'un son étrange retentit, un léger crépitement, semblable au bruit d'un fil électrique qui brûle. Au début, seuls quelques-uns l'ont entendu, mais juste après, un flash lumineux a éclairé le coin de l'immense écran LED derrière le pupitre. Un mince filet de fumée grise a commencé à grimper vers le haut, comme poussé par une main invisible. « Court-circuit !» a crié l'un des techniciens en panique. Ce cri fut l'étincelle jetée dans une botte de foin sec. Des centaines de personnes ont bondi de leur siège. Les chaises en bois tombaient avec fracas. Quelqu'un a violemment bousculé un trépied de caméra, produisant un bruit sourd. La fumée est soudain devenue épaisse, se propageant rapidement. L'odeur âcre du plastique brûlé pénétrait chaque inspiration, puis la sirène d'incendie a hurlé, déchirant l'espace comme le sifflement du vent. Les gens, se bousculant, se sont précipités vers les sorties de secours. Des cris appelant des noms. Le claquement chaotique des talons hauts sur le sol. Un homme âgé est tombé, renversé par la foule. Il essayait de s'appuyer sur ses mains pour se relever, mais la fumée devenait de plus en plus épaisse, masquant même la lumière des lampes au plafond. Dans ce chaos, Abdulaziz restait immobile, suffocant de tout, les yeux brûlés par la fumée. Omar, son fidèle garde du corps, l'a immédiatement entouré de ses bras, le protégeant, et l'a entraîné loin du pupitre. Sarah, sa conseillère, a dit d'une voix tremblante: « Il faut sortir immédiatement, Votre Altesse. »
mais la foule paniquée bloquait les passages. La porte latérale gauche était coincée par le flot de gens. La porte de droite était dissimulée dans l'épaisse fumée. Abdulaziz essayait de prendre une profonde inspiration, mais ses poumons le brûlaient. Une quinte de toux secouait son corps. Il a vacillé. Ses jambes sont soudain devenues de plomb. Il s'est penché bas, se couvrant le nez, et a suivi son garde du corps. Une voix féminine forte et claire a retenti à travers les cris environnants. Dans la brume trouble, une silhouette s'est élancée vers eux. Une femme dans l'uniforme bleu marine de la sécurité civile, tenant à la main un mouchoir blanc qu'elle a enroulé à la hâte autour du nez et de la bouche d'un petit garçon qui avait perdu connaissance. Après avoir déposé l'enfant en lieu sûr, elle s'est retournée et s'est dirigée rapidement vers la foule. Ses yeux vifs glissaient sur chaque visage paniqué. L'homme en noir, gardez cette porte ouverte. La jeune femme en rouge, guidez les gens vers l'avant, ne poussez pas, avancez doucement, en vous baissant. Sa voix ne tremblait pas. Chaque ordre résonnait clairement, comme un roulement de tambour. Abdulaziz s'est affaissé sur le bord du pupitre, toussant violemment, la vue brouillée par la fumée. Il a vu quelqu'un s'accroupir près de lui. C'était la même jeune femme qui donnait des ordres à l'instant. Elle a posé un genou à terre, a appliqué un mouchoir humide sur sa main, l'a pressé contre sa bouche, le tenant fermement. Respirez à travers ça, doucement. Omar a tenté d'emmener Abdulaziz, mais elle l'a arrêté. Sa voix était pressée, mais résolue. S'il se lève maintenant, il va perdre connaissance juste devant la porte. Je vais le sortir. Sans attendre de réponse, elle a glissé son bras solide sous l'épaule d'Abdulaziz, a fait un signe de tête à Omar. Suivez-moi. Couvrez nos arrières. Abdulaziz a à peine eu le temps de réagir. Ses jambes tremblaient, mais son soutien a rendu ses pas plus assurés. Tout le groupe, se collant au mur, s'est dirigé vers la sortie. La fumée épaisse les enveloppait. L'odeur de plastique brûlé, mêlée à celle du métal, était nauséabonde. Une petite explosion a retenti derrière eux, un flash rougeâtre dans la fumée a fait crier toute la salle à l'unisson. Abdulaziz a senti son cœur se serrer, mais la voix féminine a de nouveau résonné tout près de son oreille, dure comme l'acier. On continue d'avancer, ne pas s'arrêter, respirer doucement. La porte de sortie de secours s'est ouverte à la volée. Un courant d'air froid venu du couloir s'est engouffré à l'intérieur comme un couteau, tranchant l'odeur de fumée. On a fait sortir Abdulaziz. Le dos de sa chemise était trempé de sueur. La jeune femme l'a assis sur les marches, a rapidement vérifié ses pupilles et s'est seulement ensuite retournée pour sauver les autres. Ce n'est que lorsque sa main a quitté son épaule qu'Abdulaziz a réalisé qu'il venait d'être tiré de l'enfer entre la vie et la mort par une personne française, qu'il avait humilié quelques minutes plus tôt par une phrase méprisante. Il a levé la tête, suivant sa silhouette petite mais déterminée, le cœur battant, tandis que dans sa tête résonnaient en écho ses propres mots froids, prononcés quelques minutes auparavant. La France ne vaut pas la peine que j'y investisse un seul centime. Maintenant, à l'endroit même qu'il venait de mépriser, une main s'était trouvée pour le sauver, sans demander qui il était. La sirène d'alarme s'est tue, ne laissant que des bruits de pas et des bribes de conversation. Le hall luxueux de l'hôtel s'était transformé en poste de secours improvisé. Les fauteuils et canapés avaient été déplacés pour asseoir ceux qui avaient inhalé de la fumée. Une table de cocktail, recouverte d'une nappe blanche, servait de place pour les bouteilles d'oxygène. Sur le comptoir de réception s'entassaient des bouteilles d'eau et des serviettes humides. Les costumes et robes de soirée, qui étincelaient il y a peu, étaient maintenant couverts d'une couche de suie. Abdulaziz s'appuyait contre une colonne en marbre, le mouchoir humide couvrant toujours sa bouche. Chaque inspiration brûlait ses poumons comme s'ils contenaient du sable. Omar se tenait devant lui, ses yeux scrutant le couloir. Sarah, la conseillère en relations publiques, a allumé son téléphone.
L'écran s'est illuminé des dernières nouvelles. Les titres foisonnaient. Discours scandaleux du prince Abdulaziz à Paris. Plus bas défilaient des commentaires colériques, remplis de mots faciles à comprendre. Mépris, pas un centime, pas besoin. Et même sans traduction, il était clair que la vague d'indignation montait. Abdulaziz a fermé les yeux un instant, mais pas à cause de ces lignes. Ce qui se dressait le plus clairement devant lui, c'était la main qui serrait son épaule dans la fumée épaisse, et la voix féminine résolue à son oreille. On continue d'avancer. Respirez doucement. Pour la première fois depuis des années, on le guidait. Ce n'était pas lui qui guidait. Il obéissait, au lieu de forcer à l'obéissance. Un sentiment étrange, à la fois confus et soulageant. Il a retiré le mouchoir, a regardé ses doigts propres, ses ongles soigneusement coupés. La bague noire brillante tremblait légèrement. Un sentiment difficile à décrire s'est glissé dans sa poitrine. Pas tout à fait de la peur, pas tout à fait de la honte, juste la conscience que cette assurance qu'il avait sur le pupitre n'existait plus. « Votre Altesse, vous allez bien ?» Omar s'est penché. Sa voix était tendue comme une corde. Abdulaziz a brièvement hoché la tête. « Ça va. » Mais il savait lui-même que cette réponse était vide. De l'autre côté du hall, la femme en uniforme de la sécurité civile est réapparue dans son champ de vision. Elle a posé un genou à terre, bandant le poignet d'un employé de l'hôtel qui s'était blessé. Ses cheveux étaient mouillés et collaient par mèches à son cou. Des taches grises s'étalaient sur sa veste. Elle ne regardait personne plus d'1 seconde. Ne disait pas un mot de trop. Une fois finie avec l'un, elle passait à l'autre. Elle ressemblait à un courant d'eau, coulant exactement là où ça brûlait. « Qui est-elle » a demandé doucement Abdulaziz. Omar a jeté un coup d'œil rapide à un employé. On dit que c'est un médecin urgentiste nommé Camille. Sarah s'est approchée. Si nous la rencontrons maintenant, on pourrait adoucir l'histoire. Une photo, quelques lignes. Abdulaziz s'est tourné vers elle, et son regard froid a fait taire Sarah. « Je n'ai pas besoin d'une histoire. Je veux la voir. » Il s'est appuyé sur ses mains et s'est levé. Son corps était encore faible, mais une force invisible le tirait vers l'avant. À chaque pas, sa longue cape effleurait légèrement le sol, laissant une fine trace de suie. Camille, ayant fini le bandage, a levé la tête, et leurs regards se sont croisés. Elle a légèrement hoché la tête, comme se saluent les gens trop occupés pour les cérémonies. « Vous respirez plus facilement ?» La question était courte et pertinente. Abdulaziz a été désemparé un instant. Toute sa vie, on l'interrogeait sur des contrats, des profits, des accords. Rarement quelqu'un lui demandait comment il respirait. « Mieux ? Merci à vous. » Elle a juste émis un son en réponse et s'est tournée pour calmer une femme âgée aux mains tremblantes. Pas un mot de trop, pas un sourire de politesse. Il semblait que pour elle, la gratitude était quelque chose que les autres gardent dans l'âme, et non qu'ils exposent. Un employé de l'hôtel a accouru. Au rez-de-chaussée, il y a encore plusieurs personnes qui toussent fort. On a besoin de bras à l'hôpital de campagne. Docteur. Camille s'est levée aussitôt, prenant sa trousse de secours. Elle a lancé un regard bref à Abdulaziz. Sa voix était égale. « Si vous pouvez marcher, suivez-moi. Là-bas, vous verrez quelque chose de plus grand que la fumée et les projecteurs. » Sans aucune ironie, mais Abdulaziz a entendu dans ses mots un coup frappé à la porte. Il a hoché la tête. Le mouvement était si court que Omar n'a pas eu le temps d'objecter. « Je viens. » Sarah s'est figée. « Votre Altesse, êtes-vous sûr ?» Son regard a rapidement glissé sur les caméras de quelques reporters qui traînaient non loin. C'était un scénario médiatique risqué. « Sûr, » a répondu Abdulaziz et il s'est tourné vers Omar. « Tu viens avec moi. » Les trois ont suivi Camille vers la sortie. Dehors, une pluie fine commençait à tomber, lavant l'odeur de fumée sur les vêtements. Une petite ambulance attendait déjà,
Ses gyrophares pulsaient comme le cœur d'un coureur. La porte du véhicule s'est ouverte. Une odeur d'antiseptique mêlée à celle du plastique neuf a frappé les narines. Camille a fait signe de monter. Les sièges étaient durs et étroits. À l'intérieur, il y avait déjà 2 personnes. Un technicien de scène au visage gris et une femme d'âge moyen qui pressait sa main contre sa poitrine et toussait. Camille a donné un inhalateur à la femme. Oh. Son doigt a tapoté légèrement sur la cartouche. Inspiré profondément. À l'autre, elle a glissé un petit coussin sous la tête, a aligné son cou, a vérifié ses pupilles avec la lampe de son téléphone. Tout va bien. N'essayez pas de parler. Le véhicule a tremblé et a démarré. Le hurlement de la sirène frayant un chemin étroit à travers les rues de la ville. Paris défilait derrière la vitre trouble. Les toits en zinc, les enseignes lumineuses ternes, quelques personnes en imperméable fin se dépêchant pour leurs affaires. À chaque image défilant, Abdulaziz voyait ce à quoi il ne prêtait plus attention depuis longtemps. Une vie qui n'avait pas besoin de lui. Camille a rassemblé ses cheveux en chignon et s'est tournée vers Abdulaziz. « Vous aviez de l'asthme ou une allergie à la fumée? »« Non. »« Cette nuit, vous allez tousser. Buvez de l'eau tiède et tiède, buvez d'eau tiède, pas froide. Si la douleur dans la poitrine persiste, allez aux urgences. »« Compris ?» Abdulaziz a souri faiblement. C'était un sourire court et ironique. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait conseillé de boire de l'eau tiède. Compris. Omar, assis en face, gardait un air méfiant. Il a légèrement incliné la tête. Nous pouvons déménager dans un autre hôtel, Votre Altesse. Sécurité et image. Abdulaziz n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé la femme d'âge moyen qui avait cessé de tousser. Sa main, serrant fermement la poignée, se détendait progressivement. Il a regardé Camille qui notait des chiffres sur une feuille de papier froissée. Son écriture était petite et régulière. Elle ne le regardait plus. Pour elle, il n'était qu'un parmi tant d'autres. Le véhicule a tourné par un portail en fer et est entré dans la cour d'un bâtiment de 2 étages aux fenêtres vivement éclairées. Une enseigne temporaire. Poste médical de campagne. Dehors, quelques bénévoles distribuaient de l'eau et des couvertures fines. À l'intérieur, des lits de camp étaient alignés, des oxymètres bipéens. L'odeur d'antiseptique se mêlait à l'odeur de la pluie qui entrait par la porte ouverte. Personne n'a levé la tête quand Abdulaziz est entré. Ils étaient occupés. Camille a conduit la femme vers un lit, a ajusté l'oreiller, a appelé un jeune infirmier pour la transmission de service. Une fois fini, elle a indiqué une chaise en plastique près du bureau. « Asseyez-vous là. Reposez-vous quelques minutes. Je reviens. » Abdulaziz s'est assis. Pour la première fois de la journée, il n'était pas entouré d'objectifs. Il n'y avait pas d'applaudissements, de slogans, seulement le bip des appareils, la toux de quelqu'un, des pas pressés et encore autre chose. Le sens nu d'être ici. Ce n'était pas un forum, pas un discours, et certainement pas ces mots qu'il avait lancés. Sarah s'est approchée et a chuchoté. La presse bouillonne toujours. Si nécessaire, je préparerai une nouvelle déclaration pour tout corriger. Abdulaziz a secoué la tête. Pas encore. Il a regardé autour de lui, son regard s'est arrêté sur un garçon qui se tenait la gorge rougie, puis s'est déplacé vers un vieil homme aux yeux encore larmoyants. Plus tard, Camille est revenue et lui a tendu un verre d'eau tiède. Buvez par petites gorgées, ne vous pressez pas. Elle s'apprêtait à partir, mais Abdulaziz l'a appelée « Camille ». Elle s'est arrêtée, attendant. « Merci ». 2 mots prononcés non pas en anglais, sans carte de visite, sans récompense. Juste merci. Camille a hoché la tête, un mouvement aussi court qu'auparavant, et est partie. Abdulaziz l'a regardé s'éloigner. Dans la pluie fine de la ville en soirée, il a soudain vu combien immense était le gouffre entre sa déclaration du matin et cette pièce,
un gouffre qu'il fallait combler par des actions et non par des excuses écrites à la hâte. Il a posé le verre et a expiré lentement. « Omar, » a-t-il dit d'une voix égale, « demain, nous ne changeons pas d'hôtel. Nous restons ici. Je veux voir tout ça jusqu'au bout. » Omar s'est figé une seconde, puis a hoché la tête. « Bien. » Abdulaziz s'est adossé à la chaise, regardant le plafond jauni, écoutant la pluie frapper régulièrement sur le toit en tôle. Pour la première fois de la journée, sa poitrine n'était pas oppressée. Il s'avère que respirer doucement, c'est aussi une façon d'écouter. En sortant de l'ambulance, Abdulaziz s'est figé un instant. La cour de l'hôpital de campagne était une dalle de béton inondée par l'eau de pluie. Des lampes fluorescentes accrochées à la hâte projetaient une lumière blanche et froide, si différente de l'éclairage chaud et luxueux de l'hôtel 5 étoiles qu'il venait de quitter. Sous un auvent en métal, des rangées de chaises en plastique bleu étaient serrées les unes contre les autres. Des gens étaient assis, allongés, certains couverts de fines couvertures. Il n'y avait ni tapis rouge, ni objectif, seulement des visages pâles et tachés de suie, des regards fatigués, mais tenaces. Camille est sortie la première, a rapidement saisi une petite fille qu'on sortait du véhicule, l'a allongée sur le côté, assurant la perméabilité des voies respiratoires. Sa voix restait égale, sans la moindre note de doute. Un jeune infirmier a couru avec une petite bouteille d'oxygène. Abdulaziz se tenait à quelques pas, observant ses gestes précis, presque froids. Poser le stéthoscope, prendre une note rapide, hocher la tête. Stable. Abdulaziz était habitué aux salles de conférences spacieuses, à l'air conditionné frais et aux fauteuils en cuir souple. Mais ici, il s'est assis sur une chaise en plastique bancal. Une vieille planche servait de table. Et c'est une main sentant l'alcool qui lui a tendu un verre d'eau. Lorsque Sarah a fait une grimace de dégoût, il l'a arrêtée d'un hochement de tête. Il était lui-même surpris. Pour la première fois, il voulait juste s'asseoir et ne pas bouger. Les sons autour se fondaient dans une étrange symphonie. Le bip des oxymètres, le claquement des sandales en caoutchouc, les voix demandant d'apporter plus de sérum physiologique. Regardez le lit numéro 3. Il n'y avait ni applaudissements, ni discours élogieux. Et pourtant, tous bougeaient dans un rythme strict, comme un mécanisme fonctionnant à la responsabilité, et non aux primes. Un homme d'âge moyen est entré. Son épaule était couverte de suie, ses yeux rouges à cause de la fumée. Il serrait fort sa petite fille dans ses bras, répétant sans cesse « Merci, merci ». Camille a seulement hoché la tête, faisant signe à une infirmière d'emmener la fillette pour un examen. Le père n'avait pas eu le temps de finir de parler qu'elle donnait déjà des instructions à un jeune homme portant une bouteille d'oxygène. Pour elle, les remerciements ne nécessitaient qu'un pas de réponse. Abdulaziz observait, serrant involontairement les poings. Dans sa tête surgissaient des images de réunions d'actionnaires avec des montagnes de papier, l'opposé total de ce qu'il voyait ici. Là-bas, une seule de ces signatures pouvait priver de travail des milliers de personnes. Ici, un seul hochement de tête de Camille pouvait sauver une vie. Il s'est tourné vers Omar et a dit doucement « Dans mon pays, on honorerait des gens comme elle. » Omar a sifflé entre ses dents. « C'est partout pareil, Votre Altesse. La question est seulement de savoir si nous voulons le voir. » Cette réponse a fait taire Abdulaziz. Il a regardé Sarah, mais elle était occupée à couvrir l'objectif d'un reporter qui avait passé la tête par la porte. « Pas de photos maintenant, » disait-elle, essayant de contrôler l'image. Mais Abdulaziz a soudain compris que ce n'était plus nécessaire. Camille est passée devant lui, remarquant qu'Abdulaziz était toujours assis immobile. « Vous allez mieux? Ça va. Alors venez avec moi. » « Où? » « À l'entrepôt. » Abdulaziz s'est levé, plus lentement que d'habitude.
Le roi des contrats multimilliardaires a suivi le médecin urgentiste dans un couloir sombre. Ça sentait l'humidité et l'alcool. L'entrepôt n'était qu'une petite pièce. Des étagères en fer étaient encombrées de bandages, de boîtes de médicaments, de systèmes pour perfusion. Dans un coin s'entassaient de vieux cartons aux étiquettes décollées. Camille a indiqué plusieurs conteneurs frigorifiques blancs contre le mur. C'est un lot d'équipement médical qu'on prépare à expédier. Si on ne maintient pas le froid, on peut tout jeter. Abdulaziz s'est approché et a posé la main sur le couvercle d'un conteneur. Froid, mais pas assez. Le capteur de température clignotait, avertissant d'un dépassement imminent du seuil de sécurité. Il a froncé les sourcils. Dans les contrats médicaux qu'il lisait, il n'y avait que des chiffres et des conditions. Il n'avait jamais pensé qu'il verrait de ses propres yeux comment l'équipement pouvait s'abîmer en quelques heures seulement sans froid. Cet hôpital n'a pas d'entrepôt spécialisé. Nous utilisons un temporaire. Nous devons trouver un moyen de transporter ça immédiatement, a expliqué brièvement Camille, sans détacher les yeux du tableau de données au mur. Dans la tête d'Abdulaziz a surgi une question. Et si j'investis de l'argent, mais il l'a ravalé. Ce n'était pas le moment. La lampe fluorescente vacillait, projetant une longue ombre de Camille sur le mur. Une silhouette petite mais résolue. Abdulaziz a soudain pensé que sur scène, il était au centre de l'attention. Tous le regardaient. Mais ici, parmi les étagères en fer rouillé, le centre, c'était elle. Sarah a chuchoté doucement. « Votre Altesse, vous n'avez pas besoin de rester ici longtemps. Nous pouvons retourner dans un autre hôtel, nous préparer pour la conférence de presse. » Abdulaziz a secoué la tête. Abdulaziz a secoué la « Pas encore ». Sa voix était déterminée, pas comme d'habitude. Omar l'a regardé, fronçant légèrement les sourcils, mais n'a rien dit. Un jeune employé est entré en courant. « Docteur Camille, appel du service de transport. » Ils ont annoncé... La phrase a été engloutie par le bruit, mais le regard tendu de Camille a suggéré à Abdulaziz que les nouvelles étaient mauvaises. Camille a expiré et a regardé Abdulaziz. La compagnie de transport qui s'occupe des transports frigorifiques a officiellement refusé. Ce lot devra peut-être être passé par perte et profit. La scène dans la tête d'Abdulaziz s'est effondrée d'un niveau supplémentaire. Il venait de voir de ses propres yeux ce qui pouvait sauver des centaines de personnes et ce qui pouvait devenir un tas de métal froid et inutile à cause d'une seule décision d'abandonner. Il a regardé Camille. Pour la première fois, sa voix s'est adoucie. « Qu'allez-vous faire » Camille a répondu brièvement. « Chercher un autre moyen. » Cette réponse courte a fait battre le cœur d'Abdulaziz plus fort, parce qu'il savait que chercher un autre moyen signifiait qu'elle ne se résignerait pas à la défaite. Et il a soudain compris que, peut-être, lui non plus ne devrait pas partir maintenant. Une vieille camionnette ferraillante rugissait. Ses phares perçaient de la brume humide de la nuit. Abdulaziz était assis sur la banquette arrière. Sa cape, tachée de suie par l'incendie, était maintenant imprégnée aussi de l'odeur d'essence. À côté de lui étaient insérées des caisses d'équipement médical. Plusieurs cartons de vêtements chauds étaient solidement fixés par des cordes. Camille était assise à l'avant, une main tenant la portière, son regard rivé sur la route sombre et sinueuse qui serpentait comme un serpent autour des montagnes. Paris s'était resté derrière. La route les menait toujours plus loin dans la campagne profonde. Abdulaziz n'avait jamais vu une obscurité aussi épaisse. Pas la brume terne sous les lampadaires, mais des ténèbres denses et visqueuses qui n'étaient tranchées en tranches que par la lumière des phares. Le vent des montagnes pénétrait par les fentes de la portière, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et de la fumée de bois qui s'infiltrait sous son kéfier. Le véhicule s'est arrêté dans un petit village niché sur le flanc d'une colline. Des maisons basses en pierre avec des toits en ardoise décolorés. Une lumière jaune terne perçait à travers les fentes des volets. L'aboiement des chiens.
des voix d'enfants provenant du silence nocturne. Abdulaziz est sorti. Ses pieds ont foulé la boue qui a collé à l'ourlet de son vêtement. Il a froncé les sourcils, mais ne s'est pas plaint. Camille a commandé à voix haute « On rentre l'équipement dans la salle des fêtes. » Elle a elle-même retroussé ses manches, a soulevé un lourd conteneur frigorifique et a marché avec assurance dans la boue. Des gens du village, dans de vieilles vestes usées, sont sortis pour aider. Ce tableau était inconnu d'Abdulaziz. Pas de contrat, pas de paiement, seulement des manches retroussées et des yeux clairs dans la nuit. Dans la maison en pierre, on a accroché haut des lampes à pétrole. Une longue file d'enfants attendait, leurs yeux étaient grands ouverts, ils s'enlaçaient les uns les autres. Une vieille femme voûtée a tendu à Camille une tasse d'eau chaude, avec des mains tremblantes. « Docteur, buvez, réchauffez-vous. » Camille a souri, a pris une gorgée et s'est penchée pour faire une piqûre au premier enfant. Abdulaziz se tenait à côté, observant comment l'aiguille brillait à la lumière de la lampe, comment tremblait la petite main de l'enfant, comment un pleur s'échappait. Mais Camille disait d'un ton apaisant « Rien, rien, c'est déjà fini. » L'enfant se taisait, surpris, ayant reçu de sa poche un petit biscuit. Un vieil homme était assis près du poêle, enveloppé dans un pull en laine rapiécée. Ses yeux troubles regardaient attentivement Abdulaziz. « Étranger, on dirait ?» a-t-il demandé. Abdulaziz n'a pas tout saisi. Camille a traduit rapidement. Le vieux demande d'où vous venez. « D'Arabie !» a répondu brièvement Abdulaziz. Le vieil homme a hoché la tête, souriant de sa bouche édentée. Venu de si loin, un homme respectable. Juste un mot. Respectable. Simple, sans cérémonie, a laissé Abdulaziz interloqué. Toute sa vie, il avait entendu « Votre Altesse »,« Votre Majesté royale ». Mais dans cette maison en pierre aux murs froids traversés par le vent, le vieil homme avait dit seulement « respectable » et s'était de nouveau penché pour caresser la tête de son petit-fils. Un vieux haut-parleur dehors s'est animé. Avec un grésillement, il a annoncé « Attention, une brigade médicale est arrivée au village. Habitants, rendez-vous à la salle des fêtes pour les vaccins et recevoir des vêtements chauds. » Le son s'est répandu dans le silence nocturne, et après lui, on a entendu des pas pressés. Plus de gens sont arrivés. Ils se pressaient dans le petit local. Camille s'est tourné vers Abdulaziz. « Si vous voulez aider, tenez cette liste. Cochez ceux qui entrent. C'est simple. » Abdulaziz s'est figé un instant. Toute sa vie, il était habitué à signer des contrats de plusieurs milliards, mais il n'avait jamais coché de liste de bénéficiaires de vestes. Mais il a hoché la tête, a pris le stylo. De courts prénoms français. Il cochait, donnait une veste, un biscuit. Chaque fois, une paire d'yeux brillants le regardait, remerciant sans mots par un sourire. Omar se tenait à côté, soupirant doucement. « Votre Altesse, je ne vous ai jamais vu comme ça. » Abdulaziz n'a pas répondu. Il était occupé à observer une fillette qui, serrant une nouvelle veste chaude, est sortie en sautillant par la porte. La veste bleue était trop grande pour elle, mais ses yeux brillaient. Dehors, une pluie fine tombait. Abdulaziz est sorti, a levé le visage et a inspiré profondément l'air froid. Devant lui, dans le brouillard, se dessinaient vaguement les montagnes. On entendait l'aboiement des chiens, le rire sonore des enfants. Il s'est souvenu de ces paroles dites le jour même à la tribune. Elles résonnaient dans sa tête, brûlant plus fort que tous les applaudissements qu'il avait jamais reçus. Camille est sorti et s'est tenu à côté, tenant toujours une boîte d'instruments dans les mains. « Vous vous débrouillez bien. » Abdulaziz a eu un sourire en coin. « Je coche juste des cases. » « Non. Vous êtes restés et vous agissez. Pour eux, c'est suffisant. » Elle a regardé dans l'obscurité de la nuit,
Sa voix est devenue plus basse. Dans les endroits où tout manque, quiconque est prêt à se mettre dans le rang devient une partie du mécanisme. Pas besoin des ordres de personne. Abdulaziz gardait le silence dans l'obscurité. Pour la première fois, il sentait qu'il était à sa place, même grâce à une si petite action. Tard dans la nuit. Le feu crépitait dans le poêle. L'odeur de fumée se mêlait à l'odeur d'antiseptique. Les gens dormaient pêle-mêle sur des nattes. Quelques enfants s'étaient recroquevillés, serrant leur nouvelle veste. Abdulaziz était assis dans un coin, adossé au mur de pierre. Sa cape était imprégnée de l'odeur de cendre, de boue et de fumée. Il écoutait le battement régulier de la pluie, et son âme s'allégeait. Dans la lumière tamisée, son regard s'est arrêté sur Camille, qui écrivait un rapport. Une silhouette maigre mais tenace. Au milieu de cette pauvreté simple, elle irradiait une autre force. Non pas le pouvoir, mais la force de la foi. Abdulaziz a serré les poings. Il a soudain pensé que si ce lot d'équipements s'était vraiment abîmé, ces gens auraient souffert. Pour la première fois, il ressentait quelque chose qui dépassait le cadre de l'honneur personnel, le cadre du profit. Et il a compris que demain commencerait la vraie bataille. La nuit dans les montagnes s'étirait lentement. Sur le toit en tôle de la salle des fêtes, la pluie fine frappait, se mêlant au souffle régulier des gens endormis après une longue journée. À l'intérieur, quelques lampes à pétrole projetaient une lumière jaune et terne sur les murs. Abdulaziz ne dormait pas. Il était assis, adossé à un pilier de soutien, les yeux grands ouverts, entendant distinctement dans le silence des montagnes le battement de son propre cœur. Omar était allongé dans un coin, somnolent avec méfiance, tandis que Sarah avait le nez dans son téléphone. La connexion était faible, mais elle parvenait à capter des bribes de nouvelles. En bas, dans les villes, les réseaux sociaux bouillonnaient toujours à cause de sa déclaration de la journée. Les commentaires en français affluaient en un flot continu. Sarah a traduit rapidement quelques phrases pour Abdulaziz. C'étaient des mots lourds, sarcastiques, voire colériques. Abdulaziz a doucement fermé les yeux sans réagir. Il savait que son image était désormais non pas celle d'un investisseur brillant, mais le symbole de l'arrogance étrangère. La porte en bois s'est ouverte en grinçant. Camille est entrée, sa veste assombrie par la pluie. Elle s'est dirigée droit vers la table en bois au centre de la pièce, y a posé un dossier avec des documents et quelques télégrammes. « Nouveau renseignement », a-t-elle dit brièvement. Tous les regards se sont tournés vers elle. Abdulaziz s'est légèrement penché en avant. La compagnie de transport qui s'occupe des transports frigorifiques vient d'annoncer officiellement son refus, a dit Camille d'une voix calme jusqu'à la froideur. Ils invoquent un manque de personnel et des risques élevés. Mais en réalité, ils ont peur de la responsabilité après l'incendie d'aujourd'hui. Sarah a baissé son téléphone. Son visage a changé. Omar a froncé les sourcils. Et pour ce lot d'équipement médical? Camille a levé la tête. Ses yeux brillaient vivement dans l'obscurité. Si on ne le transporte pas à temps, tout s'abîmera. Trop longtemps sans froid. Et ce sera juste de la ferraille. Le silence s'est installé dans la pièce. Abdulaziz a senti sa poitrine se serrer. Il a regardé les conteneurs frigorifiques blancs contre le mur, sur lesquels clignotait l'indicateur rouge de température. À l'intérieur, il y avait des centaines de kits de sauvetage, des milliers de doses de médicaments nécessitant du froid. Auparavant, pour lui, ce n'étaient que des chiffres, des investissements, des profits et des pertes. Mais après une nuit dans ce village, après avoir plongé son regard dans les yeux des enfants et des vieillards dormant maintenant enveloppés dans des couvertures, il y voyait des vies concrètes. Si tout s'abîmait, ce ne sont pas des tableaux statistiques qui souffriraient, mais ces mêmes visages qui souriaient à l'instant en recevant des vestes chaudes. « Y a-t-il d'autres options ?» a demandé Abdulaziz d'une voix rauque mais distincte. Camille a hoché la tête.
Il y en a, mais compliqué. Omar est intervenu. Votre Altesse, vous n'avez pas besoin de vous mêler de ça. Nous pouvons engager une compagnie de transport international, payer le double, le triple. Ils le feront. Camille a secoué la tête. On n'aura pas le temps. Il nous reste seulement quelques dizaines d'heures avant que la température ne dépasse la norme. Avec des étrangers, le temps passera en négociation, en paperasse. Je veux utiliser le chemin de fer local. À la Grande Gare en bas, il y a un entrepôt de transbordement. Si on maintient la continuité, la cargaison peut être sauvée. Sarah a froncé les sourcils. Le chemin de fer? Qui l'utilise de nos jours? Lent? Archaïque? Camille n'a pas répondu. Elle a seulement posé sur la table le plan des voies ferrées, tapotant du doigt sur les points rouges. Gare de départ, gare de transbordement, entrepôt frigorifique de réserve. J'ai déjà appelé. Ils sont prêts à aider, mais il faut que quelqu'un coordonne sur place. Sans paperasse, sans retard. Le silence est retombé dans la pièce. Abdulaziz fixait le vieux papier à l'encre délavée. Comparé au contrat doré qu'il voyait d'habitude, c'était si primitif. Mais dans cette primitivité, il voyait le seul chemin lumineux. Il a levé la tête. Sa voix était ferme. Je vais participer. Omar a tressailli. Votre Altesse, c'est dangereux. Vous n'avez pas besoin. Abdulaziz l'a interrompu. C'est moi qui étais sur le pupitre aujourd'hui. C'est moi qui ai prononcé des mots insultants. Si je pars maintenant, qui resterai-je? Juste un lâche. Sarah était stupéfaite. Elle n'avait jamais entendu Abdulaziz utiliser le mot « lâche » pour parler de lui-même. Camille n'a montré aucune émotion. Elle a juste brièvement hoché la tête. Bien. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous êtes aussi membre de l'équipe. Sans exception. Abdulaziz a expiré. Pour la première fois, il sentait que cette réponse était comme un contrat ne nécessitant pas de signature. Dehors, la pluie tombait plus fort, tambourinant sur le toit en tôle. À l'intérieur, la lumière vacillante de la lampe à pétrole éclairait des visages fatigués, mais pleins de détermination. Ce lot d'équipement médical n'était plus le problème personnel de quelqu'un. C'était une épreuve pour toute l'équipe et pour le prince héritier qui venait de perdre sa réputation dans une salle étincelante. Abdulaziz s'est adossé au mur en bois, sa main a serré le bord de sa cape. Pour la première fois de sa vie, il sentait distinctement qu'il allait s'engager dans une affaire qui ne se mesurait pas en dollars, mais en vies humaines. La vieille table en bois avait été poussée au milieu de la salle des fêtes du village. Dessus reposait le schéma délavé du chemin de fer sur du papier jauni. La lampe à pétrole suspendue au-dessus de la table se balançait sous les courants d'air, projetant une lumière tremblotante sur les visages rassemblés autour. Camille, Abdulaziz, Omar, Sarah et quelques fonctionnaires locaux. Camille a pointé le doigt sur la carte. Sa voix était résolue. Nous livrerons la cargaison jusqu'à la gare régionale. C'est à plus de 60 km d'ici. De là, un train de marchandises de nuit ira directement à Paris. À la gare de transbordement, il y a un entrepôt frigorifique temporaire. Si on a le temps de transborder, la cargaison sera en sécurité. Omar a froncé ses sourcils épais. La route de montagne est dangereuse. En plus, il pleut, ça glisse. Livrer la cargaison jusqu'à la gare ne sera pas facile. Sans parler du chemin de fer français, je ne crois pas qu'il puisse fonctionner avec précision. Camille a levé la tête et l'a regardé droit dans les yeux. Avons-nous un autre choix? L'air s'est épaissi. Sarah est intervenue, sa voix était pleine de calculs. On peut louer un jet privé. Les frais seront beaucoup plus élevés, mais son Altesse Abdulaziz peut payer. Par les airs, ce sera bien plus rapide et sûr. Camille a secoué la tête, une lueur de détermination dans les yeux. On n'aura pas le temps. L'autorisation de vol, la préparation. Cela prendra au moins 2 jours. Et il nous reste un peu plus de 40 heures avant que la température ne dépasse la norme.
Tout le monde s'est tu. Abdulaziz restait assis immobile, sa main posée sur le conteneur frigorifique à côté. Les chiffres rouges sur le capteur de température clignotaient comme un rythme cardiaque accéléré. Il a levé la tête. Sa voix était rauque mais distincte. « Nous irons par le chemin de fer. » Omar s'est tourné brusquement, stupéfait. « Votre Altesse, c'est une aventure. Un prince héritier ne peut pas se mettre dans une telle position. » Abdulaziz a regardé droit vers Omar. Dans son regard, il n'y avait plus l'arrogance habituelle. Quelque chose d'autre y brillait. « Tu as oublié? Je me suis moi-même mis dans cette position quand je me tenais sur le pupitre et que je prononçais des mots de mépris. Si je pars maintenant, que restera-t-il, à part l'image d'un fuyard? » Omar a perdu la parole. Sarah voulait dire quelque chose, mais le regard ferme d'Abdulaziz l'a fait taire. Camille a brièvement hoché la tête. Sa voix était calme. « Alors c'est entendu. Cette nuit, on prépare tout. Demain matin, on part. » Elle a étalé une autre feuille de papier, énumérant les tâches. L'un s'occupe des documents pour le train, l'autre prépare une petite camionnette pour descendre la cargaison de la montagne, un groupe s'occupe de l'emballage supplémentaire de glace sèche. Elle distribuait les tâches comme un officier commandant un combat. Tous notaient précipitamment. Le froissement des stylos se mêlait au bruit de la pluie sur le toit. Abdulaziz observait en silence. Il a compris que Camille n'avait pas besoin de crier ou d'utiliser le pouvoir. Chacun de ses ordres poussait les gens à agir immédiatement. Cette autorité venait de la précision et de la fiabilité, et non du grade. Quand la réunion s'est terminée, Omar a emmené Abdulaziz dans un coin. Sa voix était sèche. « Votre Altesse, vous ne pouvez pas vous impliquer aussi profondément là-dedans. La presse vous a déjà pris pour cible. S'il arrive quelque chose maintenant sur la route, l'image sera encore pire. » Abdulaziz a répondu lentement. « C'est justement parce que la presse m'a déjà étiqueté comme arrogant que je dois affronter la réalité. S'il y a un risque, je saurai au moins que j'ai agi. » Omar a regardé son maître, dans son regard se mêlait impuissance et respect. L'homme qu'il servait depuis tant d'années, toujours froid dans les transactions de plusieurs milliards, parlait maintenant avec une telle fermeté, debout devant un petit train avec de l'équipement médical. Sarah est intervenue, essayant de ramener la situation dans un cours habituel. « Nous pouvons utiliser cette opportunité. Si la presse apprend que le prince héritier participe personnellement à l'aide, l'image changera. J'organiserai les reporters. » Abdulaziz a levé la main, l'interrompant. « Non. Pas de caméra, pas d'interview. Ce n'est pas une campagne de relations publiques. » Ces mots ont fait se figer Sarah. Pour la première fois, elle voyait Abdulaziz rejeter l'arme qu'il utilisait habituellement pour manipuler l'opinion publique. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Abdulaziz était toujours assis près des conteneurs, son regard rivé sur les chiffres clignotants. Il pensait aux centaines d'yeux dans le village, à la voix calme de Camille. Si on ne maintient pas le froid, on peut tout jeter. Et pour la première fois, il sentit son cœur battre non pas à cause du profit, mais à cause d'une peur très simple, la peur que tout cela s'abîme, la peur que demain, il n'ait pas le temps. La pluie derrière la fenêtre a forci. Au plafond se balançait la lampe à pétrole. Abdulaziz a fermé les yeux, inspirant profondément. Pour la première fois, il a clairement réalisé que la journée de demain n'était plus l'emploi du temps d'un prince héritier, mais l'emploi du temps d'un membre de cette petite équipe. Il s'est dit mentalement « Demain, je partirai avec eux, quel que soit le résultat. » Le jour ne s'était pas encore levé qu'un brouillard épais enveloppait déjà le chemin de terre menant hors du village. La petite colonne se composait seulement d'une vieille camionnette et de quelques motos d'accompagnement. Dans la benne, les conteneurs frigorifiques blancs étaient solidement fixés par des cordes et couverts d'une bâche. Abdulaziz est sorti.
Sa cape blanche avait été remplacée par une veste grise épaisse que lui avaient donnée les habitants. Le kéfier, imprégné de fumée, était maintenant noué plus soigneusement pour ne pas gêner. Camille se tenait devant la cabine de la camionnette. Son regard glissait sur chaque personne, chaque corde, chaque serrure. « Nous n'avons qu'un seul essai. Si un seul conteneur tombe, c'est fini, » a-t-elle dit. Sa voix était brève, mais c'était suffisant pour que tous serrent les sangles plus fort. Abdulaziz s'est approché, a posé la main sur le flanc glacé d'un conteneur. Il a pris une profonde inspiration. Ses mains, habituées à signer des contrats de plusieurs milliards, serraient maintenant fermement la corde, vérifiant chaque nœud. Omar a froncé les sourcils, mais ne l'a pas arrêté. Peut-être a-t-il aussi compris que son maître n'était plus celui d'avant. Le véhicule a démarré. La route serpentait, d'un côté, une falaise abrupte, de l'autre, un précipice sans fond. Le brouillard cachait la visibilité. Les roues de la camionnette pétrissaient la boue glissante, patinant un peu avant de retrouver de l'adhérence. Abdulaziz était assis dans la benne, ne détachant pas les yeux des conteneurs. Chaque fois que le véhicule sautait, son cœur s'arrêtait. Camille était assise à côté du conducteur, rappelant constamment « vitesse inférieure, plus doucement dans le virage, tiens à gauche ». Sa voix était résolue, ne laissant pas de place à la peur. À mi-chemin, la route a été barrée par un grand trou rempli d'eau. Le véhicule a freiné. Les roues arrière se sont profondément embourbées. Le conducteur a appuyé sur l'accélérateur, mais les roues ne faisaient que tourner sur place, éclaboussant de la boue. Toute l'équipe a sauté dehors avec anxiété. Tous ensemble ont commencé à pousser. « On pousse !» a crié Camille. Abdulaziz a sauté le premier. La boue arrivait aux chevilles, collante et visqueuse. Il a appuyé son épaule contre la benne et a poussé fort. Omar s'est aussi jeté à l'aide. Sarah se tenait derrière Abdulaziz, regardant avec incrédulité le prince héritier, qu'elle accompagnait dans d'innombrables forums luxueux, se salir maintenant dans la boue. « Pousse !» a retenti un cri unanime. Les roues crissaient sur la boue. Le dos d'Abdulaziz était trempé de sueur. La veste grise s'est couverte de taches. Les mains glissaient sur la boue. Mais lui, serrant les dents, tendait toutes ses forces. Enfin, la camionnette s'est arrachée du trou. Il s'est assis par terre, respirant lourdement, le cœur battant, l'odeur de boue frappant ses narines. Camille est passée, lui tendant une bouteille d'eau. Bon travail. Sa voix n'était pas une flatterie, plutôt un constat. Abdulaziz a hoché la tête, a pris une gorgée et a senti l'eau chaude brûler sa gorge. La colonne s'est remise en marche. La descente devenait de plus en plus raide et glissante. Le brouillard était épais comme un rideau. À chaque virage, tous retenaient leur souffle. Une fois, la camionnette a tellement penché qu'il semblait qu'elle allait se renverser. Abdulaziz se tenait fermement à la corde, regardant le précipice couvert de nuages. Pour la première fois, il ressentait si distinctement la fragilité de ce qu'il protégeait. À mi-chemin, la colonne s'est arrêtée près d'une petite maison en planches. La propriétaire était une vieille femme aux cheveux gris. Elle a sorti une marmite d'eau bouillante et quelques tasses en aluminium cabossé. « Buvez, réchauffez-vous » a-t-elle dit, regardant chacun avec hospitalité. Abdulaziz a pris une tasse. Ce n'était pas du café cher, pas de l'alcool importé, mais seulement une tisane au gingembre légère. Mais dans la gorge, elle semblait extraordinairement chaude. Camille a profité du moment pour appeler la gare régionale. Sa voix était résolue. « Nous descendons. Tenez l'entrepôt frigorifique prêt. Le train de marchandises de nuit doit partir à l'heure. » Ayant raccroché, elle s'est retournée. « Nous avons 6 heures pour atteindre la gare. Si on est en retard, tout est perdu. » Abdulaziz a serré la tasse dans sa main, écoutant le hurlement du vent dans la gorge. 6 heures. Mesurées par chaque secousse.
chaque mètre de route glissante. La colonne s'est remise en marche. Le ciel a commencé à s'éclaircir. De faibles rayons de soleil perçaient le brouillard, ouvrant la vue sur la vallée lointaine, sur les champs en terrasse inondés d'eau de pluie, sur des bœufs marchant lentement. Abdulaziz regardait ce paysage, et son âme s'allégeait. Mais il a aussitôt regardé de nouveau les chiffres rouges clignotant sur le conteneur. 3, 1 degré. Il suffisait de monter à 4, et tout serait en danger. Camille s'est retourné. Leurs regards se sont croisés. Ne détachez pas les yeux. Vous devez signaler dès que les chiffres changent. Abdulaziz a hoché la tête. Pour la première fois de sa vie, il a reçu une tâche qui ne se mesurait pas en argent, mais en vie. Le véhicule a de nouveau tremblé. Le moteur a rugi. Abdulaziz était assis à côté du conteneur. Son regard était rivé au petit écran rouge. Il sentait son cœur battre au rythme de ces chiffres. Chaque seconde passée, chaque mètre franchi. Cela ressemblait à un pas vers la conclusion d'un étrange contrat. Un contrat avec sa propre conscience. Lorsque la camionnette est sortie de la dernière descente, au loin sont apparus les toits en tuiles rouges de la gare régionale. Le sifflet du train est parvenu à travers le brouillard, résonnant en écho dans la poitrine d'Abdulaziz comme un corps de guerre. Il a involontairement serré les poings et a chuchoté. « Nous devons réussir. » Et à ce moment, son regard a accidentellement croisé celui de Camille dans le rétroviseur. Pas un mot, mais tous deux savaient que ce n'était plus leur affaire personnelle. C'était une bataille à laquelle participait chaque main, chaque battement de cœur. La gare régionale est apparue dans le brouillard. Un vieux bâtiment au crépi jaune écaillé et au toit de tuiles moussues. Sur le quai, le train a sifflé longuement. Son son a déchiré le silence des montagnes. Quelques wagons de marchandises d'un bleu délavé se tenaient immobiles sur les rails. Les roues rouillées brillaient dans la faible lumière du matin. La camionnette s'est arrêtée juste aux portes. Camille a sauté de la cabine. « Tiens-tu » Sans avoir le temps de reprendre son souffle, a crié fort. « On décharge !» Vérifiez immédiatement la température. Un groupe d'ouvriers de la gare en gilets oranges attendait déjà. Leurs visages bronzés étaient tendus. Ils se sont précipités avec les habitants locaux pour arracher la bâche et dénouer les cordes. Abdulaziz a aussi sauté. Ses chaussures en cuir étaient imprégnées d'os et couvertes d'une épaisse couche de boue, mais il n'y prêtait plus attention. Il s'est penché et, avec Omar, a soulevé un lourd conteneur frigorifique. Ses épaules se sont tendues. Il semblait qu'elles allaient se déchirer. Mais quand il l'a posé sur le sol en béton, il a ressenti une sensation étrange. Le conteneur semblait porter en lui le souffle de tout le village, de ses yeux qu'il avait vus la nuit précédente. Camille s'est mise à genoux pour regarder le capteur de température. 3,8 degrés, a-t-elle dit rapidement. Le seuil n'est pas encore dépassé, mais il reste peu de temps. Tout le monde se dépêchait. Les conteneurs frigorifiques passaient par une chaîne humaine de la camionnette à l'entrepôt frigorifique temporaire. Des cris rythmés résonnaient. 1, 2, 3, passe! La sueur, la respiration. Les pas pressés se sont fondus en un rythme unique. Abdulaziz s'est mis dans la chaîne, épaule contre épaule, avec un jeune homme maigre aux mains calleuses. En prenant le conteneur de ses mains, Abdulaziz s'est figé un instant. Les mains du gars tremblaient, il y avait des crevasses dessus. Il a regardé dans les yeux et y a vu un éclat, mais pas l'ombre d'une plainte. Sarah se tenait à l'écart. Les caméras des reporters qui traînaient dehors la rendaient nerveuse. « Votre Altesse, vous ne pouvez pas leur permettre de vous voir dans cet état. » Abdulaziz l'a interrompu d'une voix rauque mais sèche. « Éteignez toutes les caméras. Si le tournage continue, je sortirai moi-même vers eux. » Pour la première fois, Sarah voyait son maître rejeter complètement le pouvoir des médias. Ils ont transporté 10 conteneurs, 15.
La sueur coulait à flots. La cape blanche d'Abdulaziz était toute pleine de boue. Il ne ressemblait déjà plus à un prince héritier. Mais ses yeux brillaient plus fort, ses mains étaient devenues plus fermes. Chaque fois qu'il posait un conteneur dans l'entrepôt frigorifique, les chiffres rouges clignotants descendaient à un niveau sûr. Camille se tenait au milieu de l'entrepôt et commandait « Mettre à 10 cm du mur, ne pas empiler. Vérifier la glace sèche, ajouter. » Elle bougeait vite. Son regard englobait chaque coin. Ses mains ne connaissaient pas le repos. Quand le dernier conteneur fut en place, Camille a expiré avec soulagement. Stable. La température tient. Tout le monde a applaudi. Ce n'étaient pas des applaudissements de service, mais un son jaillit de la poitrine, du soulagement. Abdulaziz s'est assis sur une marche, respirant lourdement, la sueur coulait sur ses joues. Omar lui a tendu une bouteille d'eau, mais Abdulaziz n'a pris qu'une gorgée. Son regard était rivé à la rangée de conteneurs frigorifiques blancs. À ses yeux, ils n'étaient plus une cargaison sans âme, mais des vies qui avaient des noms et des visages. Le sifflet du train a retenti de nouveau. Un ouvrier de la gare a levé la main. Le train de marchandises de nuit part dans 40 minutes. Si on n'a pas le temps de charger, il faudra attendre la liaison du matin. Camille s'est retourné brusquement. Pas question d'attendre le matin. On charge sur ce train. Toute l'équipe s'est de nouveau jetée au travail. Les conteneurs passaient de main en main, étaient posés sur un vieux transporteur en bois et poussés dans le wagon de marchandises. Dans le wagon, il faisait sombre et ça sentait le métal rouillé. Abdulaziz avec Omar soulevaient les conteneurs. Les épaules faisaient mal. La poitrine lançait. Mais quand il a entendu le déclic de la serrure fixant solidement le conteneur dans le wagon, il a ressenti une excitation comme après avoir gagné une grosse affaire. Un conteneur, 2, 10. Chaque impact sur le sol du wagon résonnait comme un coup de tambour. Dehors, les habitants locaux criaient, les enfants couraient et regardaient avec des yeux brillants. Ils ne savaient pas qui était Abdulaziz. Ils voyaient seulement un grand étranger aux manches sales qui transportait avec eux des conteneurs frigorifiques. Enfin, tous les conteneurs étaient dans le train. Camille laisse monter pour vérifier une dernière fois. Les capteurs de température étaient stables. Elle s'est tournée vers Abdulaziz et a hoché la tête. Première partie terminée. Il a expiré. Il était épuisé, mais ses lèvres se sont involontairement courbées en un sourire. Pour la première fois, il a compris que le sourire ne vient pas de la victoire à la bourse, mais de la sueur et des battements de cœur fondus dans un rythme collectif. Le feu de signalisation à la gare est passé au vert. Le long sifflement du train a traversé les environs, les roues ont crissé sur les rails. Tout le convoi a tremblé et s'est ébranlé. Abdulaziz se tenait sur la marche du wagon. Le vent matinal lui fouettait le visage, apportant avec lui l'odeur de rouille et de vapeur froide. Il regardait les gens qui faisaient signe sur le quai, leurs mains maigres mais fortes. Camille s'est approché et s'est tenu à côté, se tenant à la barre en fer. Son regard était fixé sur les rails qui partaient vers l'avant. « Nous n'en avons fait que la moitié du chemin », a-t-elle dit d'une voix égale. Abdulaziz a hoché la tête, sans détacher les yeux du brouillard devant. Dans son âme naissait pour la première fois l'étrange certitude que ce train ne transportait pas simplement une cargaison, mais une chance pour lui-même de corriger son erreur. Le grondement du train se répandait dans les montagnes, ouvrant une nouvelle course. Une course dans laquelle Abdulaziz n'était plus le prince héritier sur le pupitre, mais simplement un homme qui, de toutes ses forces, sauvait avec tout le monde des conteneurs d'espoir. Le claquement des roues sur les rails était régulier, comme le battement d'un cœur géant. Le train filait à travers les montagnes brumeuses, se balançant dans les virages. Dans le wagon de marchandises, Abdulaziz était assis adossé à un conteneur froid. Son regard était rivé aux petits chiffres rouges sur l'écran. 3,2 degrés. Il suffisait de monter encore d'un demi-degré, et des centaines de kits d'équipement pourraient se transformer en ferraille. Camille marchait dans le wagon,
vérifiant chaque serrure, chaque conteneur. Ses chaussures tachées de boue claquaient sur le vieux sol en fer. Lorsque le train est entré dans un tunnel sombre, le rayon de sa lampe a glissé sur le visage d'Abdulaziz. Leurs regards se sont croisés. Sans mots, mais avec une compréhension silencieuse qu'ils partageaient une même inquiétude. Soudain, le sifflet du train a hurlé inhabituellement longtemps. Le train a commencé à ralentir. Les roues ont grincé de façon perçante. Tout le monde a été secoué. Plusieurs conteneurs ont tremblé violemment. Abdulaziz a bondi, s'agrippant fermement à une corde de fixation. Des haut-parleurs a retenti une voix grésillante. Message urgent. Accident sur le pont de fer devant. Le train est obligé de s'arrêter pour vérification. Temps de retard estimé inconnu. L'atmosphère est devenue instantanément de plomb. Sarah s'est agrippée au bord du siège. Son visage a pâli. Omar a serré les poings. Abdulaziz a regardé Camille dans l'espoir d'un apaisement, mais elle aussi s'est figée un instant, puis a crié fort. « Vérifiez immédiatement la température !» Un jeune bénévole avec un capteur a couru le long de la rangée. 3,9, 4,0, ça monte! Tout le monde s'est figé. Si le train reste longtemps à l'arrêt, la température dépassera la norme. Tous les efforts, du village à la gare, seront vains. Camille s'est mordu la lèvre, ses yeux brûlaient. On ne peut pas rester assis et attendre. Il faut trouver un entrepôt frigorifique temporaire à proximité. L'un des cheminots a dit précipitamment. À 2 kilomètres d'ici, à la gare auxiliaire, il y a un entrepôt pour le stockage des fruits. Mais il faudra transporter la cargaison par le chemin de campagne. Il n'y a pas d'attelage. Abdulaziz a aussitôt demandé. Avons-nous un transport? L'autre a secoué la tête. Seulement quelques chariots à bras chez les locaux. Le silence s'est installé dans le wagon. Sarah a chuchoté « C'est impossible. C'est trop. » Abdulaziz a pris une profonde inspiration. Sa voix était rauque mais ferme. « Nous allons le faire. Il n'y a pas d'autre issue. » Camille a hoché la tête. Son regard était comme une flamme. « Exact. Tout le monde dehors. On se divise en groupes. » La porte du wagon s'est ouverte à la volée, une rafale de vent glacial de montagne a frappé le visage. Dehors, le train s'était figé sur le flanc de la montagne. Au loin, on voyait la silhouette du pont de fer immobile. Une pluie fine tombait. Le sol était glissant. Les habitants des maisons environnantes avaient déjà accouru, traînant avec eux des charrettes à bœufs et des chariots en bois. Pas besoin de longues explications. Une seule phrase, « cargaison pour sauver des vies », a suffi pour qu'ils se jettent à l'aide. Abdulaziz avec Omar ont soulevé un conteneur frigorifique et l'ont posé sur un chariot. Les épaules brûlaient, la cape trempée de boue était lourde, mais ils ne s'arrêtaient pas. Camille menait la colonne, commandant fort. « On marche en file indienne. Tenez les cordes fermement. » La colonne de gens traînait lentement la cargaison sur la route boueuse. Les roues en bois grinçaient sur les pierres. La pluie forcissait, trempant cheveux et vêtements, mais personne ne lâchait la charge. Un conteneur a glissé du chariot et a failli tomber dans une flaque. Abdulaziz s'est jeté en avant et, avec un jeune gars, l'a retenu. Leurs mains se sont fermement agrippées. La boue a éclaboussé leur visage. Abdulaziz respirait lourdement, mais quand le conteneur a été remis en place en sécurité, il a ri d'un rire rauque, comme s'il trouvait une joie étrange dans ses difficultés. Camille s'est retourné et a crié « Plus vite! La température est déjà à 4°. » Enfin, les lumières de l'entrepôt auxiliaire sont apparues. Une rangée de hangars simples en tôle ondulée. Des portes en fer à la peinture écaillée. Un vieux magasinier les a ouvertes précipitamment. De l'intérieur a soufflé le froid. Toute la colonne s'est engouffrée à l'intérieur, passant les conteneurs de main en main et les posant sur les étagères froides. La vapeur froide tourbillonnait dans l'air. Camille a appliqué le capteur. Sa voix a résonné distinctement. « 3 slams sur 9! Ça baisse! » Un brouhaha joyeux a parcouru l'entrepôt. Les gens tapaient dans leurs mains. Quelques gamins criaient « Hurrah !» Abdulaziz s'est assis sur le sol en béton. La sueur et la pluie se mélangeaient, sa poitrine se soulevait lourdement. Il regardait la rangée de conteneurs blancs
et un nouveau sentiment le submergeait. Une victoire qui n'appartenait pas à lui seul, mais à toutes les mains qui venaient de traîner la cargaison à travers ce tronçon de voie mort. Omar s'est assis à côté. Sa voix était encore tendue, mais le respect brillait dans ses yeux. « Je ne vous ai jamais vu comme ça, Votre Altesse. » Abdulaziz a soupiré doucement. « Je ne me suis jamais vu comme ça moi-même. » Camille est passée, trempée de la tête aux pieds, les cheveux collés au front. Elle s'est arrêtée un instant, à regarder Abdulaziz. « Vous avez réussi. Mais ce n'est pas encore tout. Quand le train repartira, il faudra continuer. » Abdulaziz a hoché la tête. Dans ses yeux brillait une nouvelle détermination. Il savait que ce voyage dépassait largement le cadre d'un simple transport. C'était un serment silencieux fait à lui-même. Ne pas laisser s'abîmer un seul conteneur. Ne pas laisser périr une seule vie à cause de son arrogance passée. Dehors, le train a de nouveau sifflé longuement. C'était le signal que le pont de fer était libre. Le train se préparait à repartir. À l'intérieur de l'entrepôt froid, parmi les conteneurs blancs et la vapeur glacée, Abdulaziz a serré les poings. Cette bataille continuait encore. Le sifflet du train s'est répandu longuement dans la vallée, comme un hymne de retour. Après près de 2 heures d'attente tendue, pendant qu'on réparait le pont, le train s'est enfin ébranlé. Dans l'entrepôt frigorifique temporaire, toute l'équipe chargeait précipitamment les conteneurs sur les chariots pour les ramener au wagon. La sueur n'avait pas le temps de sécher que la pluie fouettait de nouveau le visage. Mais cette fois, personne ne se plaignait. Camille se tenait sur la marche du wagon. Son regard suivait chaque conteneur transmis. « Vite, mais sûrement. Mettez en ligne. Fixez les cordes. » Sa voix distincte couvrait le bruit de la pluie. Abdulaziz avec Omar portait un lourd conteneur. Les épaules étaient engourdies, les mains tremblaient, mais il ne s'arrêtait pas. À chaque pas sur l'échelle en fer, il entendait son cœur battre au rythme des pas. Ayant posé le conteneur à sa place, il s'est affaissé sur le sol. Sa respiration était si fréquente qu'il semblait que sa poitrine allait éclater. L'un des cheminots a crié. « C'est tout! » Chargé. La porte du wagon s'est fermée avec fracas et a été verrouillée. Le train a eu un soubresaut et a commencé à bouger. Les roues ont grincé de façon perçante, mais cette fois c'était le son de l'espoir. Tous ont expiré, comme s'ils avaient traversé les portes de la mort. Dans le wagon étroit, les gens se sont assis sur le sol en fer froid, adossés au mur et respirant lourdement. Omar a secoué la tête. Ses cheveux mouillés étaient collés. « Votre Altesse, je n'aurais jamais pensé voir une chose pareille. » Abdulaziz a ri d'un rire rauque, ses yeux brillaient. « Moi non plus. » Camille a marché le long de la rangée de conteneurs, vérifiant les fixations, s'étant assuré que tout était en ordre. Elle s'est assise dans un coin, adossée à un conteneur, et a fermé les yeux. Sur son visage, il y avait une fatigue évidente, mais au coin des lèvres se cachait un sourire. Abdulaziz a vu ça et a soudain ri aussi, le premier rire depuis de nombreux jours tendus. Pas un sourire de service des conférences de presse, et certainement pas un sourire arrogant lors des négociations. Il a jailli de la poitrine, grossier, rauque, mais vrai. Sarah s'est figée. Elle avait vu Abdulaziz rire en signant un accord de plusieurs milliards, mais elle n'avait jamais vu qu'il riait, à cause d'un conteneur sauvé. Le train filait à travers la plaine. Par la petite fenêtre, Abdulaziz voyait des champs verts infinis, des toits rouges de maisons qui défilaient. Les gens près de la voie ferrée faisaient signe au train. Il a involontairement levé la main et a fait signe en retour. Un petit garçon a vu ça, a souri joyeusement et a sautillé. Le cœur d'Abdulaziz a soudain fait un bond, comme s'il venait de signer un contrat avec sa propre foi. Camille, assise à côté,
a demandé doucement. « Pourquoi riez-vous » Abdulaziz a répondu d'une voix basse mais chaleureuse. « Parce que pour la première fois, j'ai vu ce qu'est une vraie victoire. » Camille se taisait. Elle a seulement brièvement hoché la tête et a regardé de nouveau les chiffres rouges sur le capteur. 3-3, 2UG. Toujours sûr. Cette nuit-là, quand le train est entré en gare à Paris, la montre indiquait 3h21 degrés. Tout le monde a expiré avec soulagement. La porte du wagon s'est ouverte, les conteneurs blancs ont été déchargés un par un et soigneusement placés dans l'entrepôt central. La lumière vive des projecteurs éclairait la sueur, la boue et les sourires radieux. L'un des ouvriers a crié fort. « Cargaison en sécurité !» Un brouhaha joyeux a parcouru tout l'entrepôt. Les habitants locaux, les employés de la gare, les bénévoles, tous s'embrassaient, se tapaient sur l'épaule, criaient. Abdulaziz se tenait au centre de ce cercle. Ses vêtements étaient couverts de boue, mais ses yeux brûlaient. Il riait, cette fois non pas d'un rire rauque, mais fort et longuement. Son rire se fondait avec l'allégresse générale. Sarah a couvert sa bouche de sa main, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'avait jamais vu Abdulaziz ainsi. Omar a brièvement hoché la tête. Son regard était lourd mais réchauffé. Camille s'est approchée et a tendu la main. Nous l'avons fait. Abdulaziz a serré fermement sa main. La poignée de main a été longue et forte. À ce moment, il a clairement compris que ce n'était plus l'histoire d'un prince héritier ou d'un médecin urgentiste, mais l'histoire de personnes égales, ayant traîné ensemble une cargaison à travers la frontière entre la vie et la mort. Sur le quai, la pluie a cessé. La lumière jaune des lampadaires se répandait partout, se reflétant dans les flaques. Abdulaziz a levé la tête et a inspiré profondément. Pour la première fois de sa vie, il a senti qu'il respirait si facilement. La salle de conférence parisienne brillait de nouveau de 1000 feux. Cette fois, ce n'était pas de la fumée et une alarme incendie, mais des dizaines d'objectifs braqués sur la tribune. Toutes les places étaient occupées, les visages tendus, pleins d'attente et de méfiance. Les gens attendaient ce que dirait le prince héritier Abdulaziz après sa déclaration scandaleuse et arrogante. Sarah se tenait dans les coulisses, serrant fermement une pile de papier. Le communiqué de presse avec des excuses préparées à l'avance était peaufiné dans un langage diplomatique, mais Abdulaziz l'a seulement effleuré du regard et ne l'a pas pris. Il est sorti sur la tribune, paraissant tout à fait différent d'il y a quelques jours. Une chemise blanche ordinaire, un pantalon sombre. Pas de longue cape, pas de keffier ostentatoire, pas de luxe royal. Un murmure a parcouru la salle. « C'est bien lui !» a chuchoté un journaliste. « Oui, regarde, il ne ressemble pas du tout à lui-même le premier jour !» a répondu un autre. Abdulaziz se tenait droit, son regard glissait sur la salle. Il ne se dérobait pas, ne souriait pas d'un sourire diplomatique. Sa voix a résonné rauque, mais distincte. Il y a quelques jours, à cet endroit précis, j'ai prononcé des mots insultants. J'ai dit que la France ne valait pas la peine que j'y investisse un seul centime. Et juste après cela, j'ai été sauvé par des Français eux-mêmes, au milieu d'une fumée épaisse. La salle a brûlé, les appareils photos ont cliqueté. Sarah a retenu son souffle, ses paumes transpiraient. Abdulaziz continuait, martelant chaque mot. J'ai vu de mes propres yeux comment un médecin de la sécurité civile s'est jeté dans la fumée pour me sortir. Comment des habitants d'un village lointain ont pétri la boue avec nous, poussant un camion. Comment des cheminots ont travaillé sous la pluie pour préserver l'entrepôt frigorifique. J'ai vu votre ténacité et votre obstination. Et j'ai clairement compris une chose. Mes paroles ce jour-là étaient une erreur. Elles étaient arrogantes et honteuses. Le bruit dans la salle s'est amplifié.
Mais cette fois, c'étaient d'autres chuchotements. Quelqu'un hochait brièvement la tête, quelqu'un sortait son téléphone pour enregistrer. Abdulaziz a pris une inspiration. Ses yeux brûlaient comme du feu. Ces 3 derniers jours, je ne suis pas resté dans une suite luxueuse d'hôtels. J'étais dans un hôpital de campagne. J'étais dans un village lointain. Je me tenais sur un quai froid, portant des conteneurs, et j'ai compris que la valeur ne se mesure pas en dollars, mais en vies sauvées. La France m'a donné la leçon la plus chère, une leçon de foi et de responsabilité. Les applaudissements ont commencé depuis les rangs du fond et ont progressivement gagné toute la salle. Abdulaziz a levé la main, appelant au silence, et a ajouté sincèrement « Aujourd'hui, je demande pardon. Pas des excuses préparées à l'avance, mais les excuses d'un homme que vous avez sauvé et à qui vous avez donné une chance de tout comprendre. » J'avais tort. Le silence a régné quelques secondes, puis il a explosé. Toute la salle applaudissait. Les applaudissements étaient unanimes, pas dispersés. Beaucoup de visages tendus se sont détendus, ont même souri. Abdulaziz a attendu que les applaudissements s'apaisent et a continué. « Je ne veux pas m'arrêter aux mots. Je veux agir. Dès aujourd'hui, mon fonds d'investissement commencera une collaboration avec des entreprises françaises pour la construction d'un système d'entrepôt frigorifique et de transport médical, en commençant par ces mêmes régions éloignées où je viens d'être. Je ne vais pas simplement investir de l'argent. Je resterai, je participerai et je mènerai l'affaire jusqu'au bout. » Des cris d'approbation ont retenti. Les caméras se sont agitées. Sur les écrans de la diffusion en direct ont défilé les lignes. Le prince héritier Abdulaziz s'est excusé publiquement et s'est engagé à investir en France. Au dernier rang, Omar était assis le dos droit. Pour la première fois, il n'y avait pas dans son regard la méfiance habituelle. Elle avait été remplacée par une fierté mal dissimulée. Sarah pleurait, mais ce n'étaient plus des larmes de tension, mais des larmes de soulagement. Au milieu de la salle, discrètement, était assise une silhouette en uniforme bleu marine de la sécurité civile. Camille n'applaudissait pas. Elle regardait simplement la tribune, et dans ses yeux a brillé une lueur chaleureuse. Abdulaziz a fini en s'inclinant. Il n'y a eu ni feu d'artifice, ni musique grandiloquente, seulement des applaudissements interminables, résonnant comme un battement de cœur unique. Il est descendu de la tribune et s'est dirigé droit vers le rang où était assise Camille. Tous les objectifs se sont tournés pour le suivre. Abdulaziz a légèrement incliné la tête devant elle. Pas un mot, mais le monde entier a compris qui il voulait remercier le plus. Paris nocturne était inondé par la lumière jaune terne des lampadaires. La ville bruissait toujours autant, mais dans la petite pièce de l'hôpital de campagne temporaire régnait un silence inhabituel. Abdulaziz était assis seul à une vieille table en bois. Devant lui reposait une feuille de papier vierge et un stylo qu'il portait toujours sur lui. Il écrivait lentement. Chaque lettre était nette. « Cher Conseil et famille royale, j'ai pris la décision de rester en France encore quelque temps. Je dois surveiller personnellement les nouveaux projets, non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que participant à ce travail. J'ai compris que la vraie valeur ne se mesure pas toujours par le profit immédiat. Parfois, une seule petite action peut sauver des centaines de vies, et je veux faire partie de cela. » Arrivé à cet endroit, Abdulaziz s'est arrêté. Il s'est adossé au dossier de la chaise et a regardé le plafond écaillé. Derrière la fenêtre bruissait la pluie. L'odeur d'humidité se mêlait à l'odeur familière d'antiseptique. Il a pensé aux nuits dans le désert, au palais doré, aux festins luxueux. Tout cela a soudain semblé si étranger. Et le rire des enfants ayant reçu des vestes chaudes, ou les cris joyeux quand le dernier conteneur a été chargé dans le train, surgissaient dans la mémoire si vivement, comme si c'était hier.
La porte en bois s'est ouverte en grinçant. Camille est entrée avec un dossier dans les mains. Elle a regardé la feuille de papier devant Abdulaziz et a demandé doucement. « Qu'écrivez-vous » ?« Une lettre à la maison » a répondu Abdulaziz d'une voix basse. « Je leur dis que je reste. C'est probablement la première fois de ma vie que je ne demande pas ce qu'ils en pensent. » Camille a souri faiblement. Son regard s'est adouci. « Cela veut dire que vous avez signé un contrat avec vous-même. » Abdulaziz a hoché la tête, la regardant attentivement. « J'ai rencontré beaucoup de gens forts, beaucoup de gens puissants, mais personne ne m'a fait me sentir aussi petit qu'à côté de vous. » Camille a seulement eu un petit rire et s'est détournée pour continuer à prendre des notes. Je faisais juste mon travail. Et vous, le vôtre. Le lendemain matin, le ciel s'est éclairci. À la gare parisienne, il y avait du monde. Les derniers conteneurs blancs étaient scellés et chargés dans le wagon de marchandises. Les employés de la gare, les chargeurs, les bénévoles et les simples passants formaient une foule. Leurs yeux brillaient de foi. Abdulaziz était en chemise simple, sans sa cape blanche arrogante. Il se tenait à côté de Camille, regardant le train prêt au départ. Omar et Sarah se tenaient silencieusement derrière, sans intervenir. Le sifflet du train a retenti. Les roues ont commencé à tourner. La foule a applaudi et a crié. Abdulaziz a suivi le train du regard. Sa poitrine s'est remplie d'un sentiment étrange. Il savait que ce convoi ne transportait pas seulement de l'équipement médical. Il transportait aussi sa foi en une terre qu'il méprisait autrefois. Camille s'est tourné et a tendu la main. Abdulaziz a regardé cette main, la main qu'il avait sortie du feu, qui l'avait aidé à respirer, et l'a serrée fermement. La poignée de main était silencieuse, mais il y avait tout dedans, la gratitude, le respect et une promesse silencieuse. Des haut-parleurs a retenti une voix. Le train numéro part. Le convoi a disparu derrière une brume, ne laissant derrière lui que le claquement s'éloignant des roues. Abdulaziz a levé la tête et a inspiré profondément. Cette fois, il n'y avait ni odeur de fumée, ni étouffement, seulement l'air pur d'un nouveau matin et une ferme détermination dans son cœur. Il a chuchoté, presque pour lui-même. « Dans cet endroit, quand tu tombes, il se trouve toujours une main qui te relève, sans demander qui tu es, juste pour sauver. » Camille a entendu, mais n'a pas répondu. Elle regardait seulement le train qui s'éloignait. Son regard était calme, comme les montagnes bleues au loin. Abdulaziz tenait dans sa poche la lettre pliée. Il savait que devant, il y aurait beaucoup d'épreuves. Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur. Dans cette gare bruyante, parmi des gens ordinaires, le prince héritier venu du désert lointain souriait vraiment. Pas pour la gloire, pas pour un contrat, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que tout ça. La foi en la main humaine. Le dernier jour à Paris, le ciel après la pluie était clair. Sur une petite route menant hors de la ville, roulait lentement un vieux camion bleu. Dans la benne reposaient plusieurs caisses neuves, soigneusement emballées, d'équipements médicaux et des cartons de médicaments qui partaient plus loin, vers les régions montagneuses. Les gens des deux côtés de la route levaient la tête et faisaient signe quand passait la brigade médicale. Les enfants couraient derrière et criaient. Leurs cheveux flottaient au vent. Abdulaziz se tenait sur le bas-côté dans une simple chemise blanche, les mains dans les poches, et les regardait s'éloigner. Omar, comme une ombre, se tenait à côté, mais dans sa posture il n'y avait plus de tension. Sarah tenait son téléphone, mais ne filmait pas. Elle regardait seulement, souriant légèrement. Dans la benne du camion, parmi ses collègues, était assise Camille. Son uniforme bleu marine était usé, ses cheveux soigneusement rassemblés derrière. Elle ne regardait pas vers Abdulaziz. Elle s'est seulement penchée pour vérifier la liste, et d'une voix égale, instruisait un jeune infirmier. Quand on arrivera au village, distribue tout exactement. Ne fais attendre personne trop longtemps. Quand le véhicule a disparu de la vue, Abdulaziz est monté sur les marches de la vieille gare où il attendait. Dans les mains, il avait un accord préliminaire,
tout juste signé avec le propriétaire d'une usine d'équipement médical sur le projet du premier entrepôt frigorifique en France. Une simple feuille de papier, sans fioriture, mais pour lui, elle avait la valeur d'un nouveau chapitre. Il a levé la tête. Le vent ébouriffait ses cheveux encore humides. Dans sa mémoire ont de nouveau résonné ses premiers mots. La France ne vaut pas la peine que j'y investisse un seul centime. Mais maintenant, il résonnait seulement comme une tache honteuse, comme un rappel que l'arrogance avait failli un jour le pousser dans le précipice. De nouveau, un sifflet a retenti. Un autre train de marchandises partait. À ce son, Abdulaziz a involontairement serré les poings. À travers le bruit, il a dit doucement, de façon à ce que seuls Omar et Sarah entendent « Demain, je partirai avec eux. » Plus comme invité, mais comme camarade d'équipe. Sarah a écarquillé les yeux, voulait objecter, mais Omar a posé la main sur son épaule et a brièvement secoué la tête. Il avait compris. Cet homme était passé dans un autre monde où le pouvoir et l'argent ne peuvent remplacer la foi et la responsabilité. Abdulaziz regardait l'horizon, où dans la lumière du soleil bleu teintaient les montagnes lointaines. Ses yeux brillaient. Ce n'était pas le regard arrogant d'un prince héritier dans des salles dorées, mais le regard d'un homme venant de trouver le vrai sens pour avancer. Et quelque part là-bas, sur la route poussiéreuse, Camille et son équipe continuaient leur chemin, transportant l'espoir dans de petites caisses. Elle ne savait pas que derrière son dos, l'homme qui avait été autrefois si arrogant avait silencieusement mis en jeu son honneur et son avenir, choisissant la même route que celle qu'elle empruntait. La gare bourdonnait, les roues claquaient sur les rails, les gens se bousculaient. Au milieu de tout cela, Abdulaziz a fermé les yeux et a inspiré profondément. Cette fois, il n'y avait pas d'odeur de brûlé dans l'air, pas d'étouffement. Il y avait l'odeur de la terre humide, du vent de la rivière et de la chaleur émanant de la foule. Il a souri, d'un nouveau sourire qui n'appartenait pas au prince héritier du désert, mais à l'homme venant de trouver le trésor le plus précieux, la foi en l'âme française. Soit.